Les donateurs pour la reconstruction de Gaza réunis au Caire. Le Qatar promet 1 milliard de dollars. Les États-Unis donnent 212 millions et appellent à la reprise immédiate des pourparlers de paix avec Israël. Les djihadistes de l'EISTP à Kobané par les combattants kurdes aujourd'hui. La ville du nord de la Syrie reste toujours menacée de tomber aux mains des forces de l'État islamique. Un deuxième cas de contamination par le virus Ebola hors d'Afrique. Il s'agit d'une infirmière du Texas ayant été en contact avec un patient porteur de ce virus et décédé il y a quelques jours après être revenu d'Afrique. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. On va donc commencer par évoquer cette conférence des donateurs, des pays donateurs pour la reconstruction de Gaza qui s'est tenue aujourd'hui au Caire, en présence notamment, et vous le voyez à l'image de Mahmoud Abbas, du président égyptien Al-Sisi, puis également de John Kerry, le secrétaire d'État américain. Il s'agit donc de récolter de l'argent pour reconstruire Gaza. Les Palestiniens estiment ses besoins avec l'ONU à 4 milliards de dollars. On va voir en détail quelles sommes ont été récoltées, à quoi précisément va servir cet argent et quel rôle Israël va jouer. Israël qui n'était pas présent à cette conférence au Caire, mais qui évidemment aura un rôle également dans cette reconstruction. On est en compagnie d'Amir Badran, bonsoir. Vous êtes avocat à Yafo, et Daniel Roige, bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France. L'angle économique donc dans un instant, mais on n'oubliera pas également l'angle politique. On retrouvera également au poste de passage d'Erez entre Israël et Gaza nos envoyés spéciaux Shai Ben Ari pour la chaîne anglaise d'I24 News, Léa Berdugo et Amjad Abou Arafé qui nous diront concrètement ce qui a changé depuis la trêve conclue avec le Hamas à la fin du mois d'août. يتحمل مسؤولياته بعدم السماح بتعريض شعبنا الفلسطيني مجددا للعدوان. Out of this conference must come not just money, but a renewed commitment from everybody to work for a peace that meets the aspirations of all. نجعل من هذه اللحظة نقطة انطلاق حقيقية لتحقيق السلام الذي يضمن الاستقرار والازدهار ويجعل حلم العيش المشترك حقيقة. La reconstruction de Gaza, enjeu majeur sans doute de la paix envisagée entre Israéliens et Palestiniens. Avant d'envisager l'angle économique avec nos invités, on va d'abord revenir en détail sur ces sommes qui ont été annoncées aujourd'hui au Caire, sujet préparé par Maxime Pérez. Agir vite, car il y a urgence. Un message martelé ce dimanche au Caire lors de la conférence des donateurs pour reconstruire la bande de Gaza. Gaza reste une poudrière. Les habitants y ont désespérément besoin de voir des résultats dans leur vie quotidienne. Avec l'aide de la cinquantaine de pays participants, l'autorité palestinienne espère récolter près de 4 milliards de dollars. Mais cette fois, les donateurs exigent des garanties politiques. Pas question pour eux d'investir à perte, autrement dit de laisser Israël et le Hamas reprendre les hostilités. Il faut briser le cercle de la violence. La guerre qui s'est achevée au mois d'août a été terrible. L'Égypte est engagée à soutenir le processus de paix et à permettre à Israël et au peuple de Gaza de retrouver la prospérité. Par la voix de John Kerry, les États-Unis ont promis un chèque de 212 millions de dollars pour la bande de Gaza. Le secrétaire d'État américain partage néanmoins l'avis général. Les promesses d'aide financière ne résoudront pas tout. Ce qui doit ressortir de cette conférence, ce n'est pas seulement de l'argent, mais un engagement renouvelé de toutes les parties à œuvrer pour une paix qui répondra aux aspirations de chacun pour Israël, pour les Palestiniens et pour tous les peuples de la région. Un appel entendu par le président palestinien Mahmoud Abbas, qui s'est entretenu avec John Kerry ce dimanche après-midi. Reste à savoir ce qu'en diront les islamistes du Hamas, dont les responsables continuent de maintenir l'ambiguïté. Si la situation ne s'améliore pas très vite à Gaza, ils promettent que l'accalmie actuelle sera de courte durée.
Alors on verra également évidemment dans un instant les ambiguïtés politiques autour de cette conférence, parce qu'évidemment tous les écueils ne sont pas levés. Mais d'abord donc l'aspect économique, Amir Badran, Daniel Rouache, 4 milliards, ça paraît énorme. C'est de l'argent. À quoi va servir cet argent finalement concrètement, Daniel Rouache? C'est simple, ça va servir à la reconstruction, l'eau, l'électricité, les infrastructures. Il y a plus de 18 000 bâtiments qui ont été détruits. Mais j'ai fait les calculs et j'arrive pas au chiffre de 4 milliards. On n'y est pas ce soir, non. Les USA 212 et autres, j'ai fait un calcul, 657 millions de dollars, dont la France. C'est quand même intéressant de constater que la France fait une donation, en tous les cas s'est engagée à 50 millions de dollars, et le Qatar 1 milliard. Donc ça veut dire qu'on est aujourd'hui à 1,8 milliard de dollars à peu près qui sont à peu près sûrs. On est très loin des 4 milliards, mais les Palestiniens sont tout à fait intelligents. Ils savaient qu'il fallait demander 4 milliards pour obtenir 2 milliards. Donc probablement, c'est un véritable succès. Les Égyptiens voulaient absolument que cette grande effervescence, cette grande réunion aboutisse avec un succès, et c'est déjà un succès en tous les cas pour les Palestiniens. Alors l'idée, c'est de donner évidemment de l'argent pour reconstruire Gaza, Amir Badran, mais il y a toujours derrière cette condition posée, c'est-à-dire comment contrôler finalement à quoi va servir cet argent? Évidemment, il faut d'abord aussi comprendre que même lorsque les pays donateurs se prononcent sur un chiffre, 1 milliard, 212 millions les États-Unis, 1 milliard Qatar, d'autres pays que 63 millions, l'Allemagne. Il faut comprendre, c'est pas toujours la même somme qui est versée. C'est-à-dire que les États des fois s'engagent ou disent qu'ils vont s'engager pour un chiffre, alors que la vérité et la réalité parlent d'autre chose. Et souvent, la grande majorité de la somme n'y arrive pas. Et des fois, quand elle arrive, elle est mal dispersée. Donc là aussi, il faut savoir comment gérer l'argent et comment on voit. Donc pour la gestion, pour qu'on puisse vraiment la reconstruction de Gaza, il faut comprendre qu'il doit y avoir tout un mécanisme. Et ce mécanisme-là, il faut qu'il y ait une vraie coordination entre le côté israélien et le côté palestinien et l'ONU. Parce que on sait que pour la reconstruction, par exemple, de tout ce qui concerne les infrastructures, les logements, et on commence d'abord par le ciment et le fer, pour ça, ces matériaux vont passer de Kerem Shalom. Kerem Shalom, donc côté israélien, et le côté israélien, c'est lui qui va être responsable de faire rentrer ou ne pas faire rentrer, et quelle quantité, et quand et comment ces matériaux. Et je peux vous dire que malheureusement, on a une mauvaise expérience de la manière dont l'État ou l'armée plutôt israélien gère ces quotas qui doivent rentrer ou ne pas rentrer à Gaza. Et j'espère que cette fois-ci, il y aura une meilleure coordination, surtout avec l'auspice de l'ONU. Et j'espère que ça va être plus facile à gérer et plus humain pour pouvoir atteindre le but de reconstruction de Gaza. Parce que le prétexte, je vais pas utiliser ce mot, le prétexte, c'est un mot peut-être un peu péjoratif, mais la crainte, disons, du côté israélien, du fait que ce ciment ou que ce fer va être utilisé à des propos non humanitaires ou non pour la population. C'était le cas la dernière fois? Je ne sais pas si ça a été le cas, mais ça a dû être le cas, peut-être d'une manière minoritaire. Daniel Rouache? Écoutez, très franchement, c'est un faux problème. Je vais être honnête avec vous, c'est un faux problème. Parce que les Israéliens aujourd'hui ont des systèmes de contrôle de sécurité s'il n'y a pas des bombes qui sont cachées ou autres dans tous les matériaux qui sont transférés. Aujourd'hui, les Israéliens sont extrêmement bien organisés avec toutes les technologies nécessaires. Aujourd'hui, le problème, et c'est ça qui est absolument... vous savez, il y a des silences, on appelle ça en français des silences assourdissants. Et le silence assourdissant, c'est la corruption extraordinaire qu'il y a dans les territoires. C'est-à-dire que vous envoyez, donc vous faites une donation, donc les Français vont donner 50 millions de dollars. Maintenant, qui va avoir cet argent dans la main? Qui va, à un moment donné, attribuer ces montants? Et c'est là où le malheur, c'est ça le malheur des habitants, c'est que vous avez tout un ensemble de personnes qui vont prendre au passage des sommes colossales, et à la fin, sur les 50 millions, vous allez avoir une portion congrue qui va arriver effectivement à sa destination. Donc le problème, et en Égypte, tout le monde le sait, c'est un mot qui n'est même pas googlisé. Googliser Égypte, etc., corruption et autres, par rapport à cette affaire de Gaza, on ne vous parle pas de corruption. Mais c'est dans tous les esprits. Tout le monde sait qu'il faut avoir en main un système
extrêmement solide, où il n'y ait pas à un moment donné un puits sans fond. C'est-à-dire vous donnez de l'argent, mais le fond existe bien puisqu'il y a des détournements d'argent. Donc il y a des gens, et on le sait de manière pertinente, on sait que parmi les leaders qui sont à Gaza, vous avez des gens qui sont des milliardaires. Où est venu cet argent alors qu'ils venaient de camps, qui n'ont même pas construit de business? Vous avez des détournements de fonds qui sont colossaux. Et les Américains, les Allemands, effectivement, donnent 63 millions. Les Britanniques, 32 millions. Ces gens-là veulent savoir où va l'argent. Le Qatar, qui donne 1 milliard, va donner de l'argent en se disant « Ok, on a compris, on connaît les mécanismes ». Donc aujourd'hui, le gros problème des Palestiniens, c'est la confiance. Transmettre la confiance aux nations européennes, aux Américains et autres, que cet argent va effectivement être utilisé pour une bonne reconstruction, pour construire des écoles, pour construire des gares routières, pour construire des ensembles qui vont servir effectivement la population et que ça ne va pas être détourné ailleurs. C'est là le vrai problème. Est-ce que l'ONU peut offrir une garantie là-dessus? On avait parlé d'une supervision de l'ONU peut-être sur l'utilisation des fonds. Je pense d'abord que, à propos de votre invité, je pense que c'est un peu mal dit de s'attarder tellement au problème de corruption qui peut-être existe, mais peut-être pas dans ces grandeur telle qu'a été dévoilée. Les Américains ont annoncé aujourd'hui qu'il y avait 1 milliard de dollars utilisés pour l'Irak qui a été retrouvé au Liban. Vous voyez que ça existe partout. Oui, bien sûr, le problème existe partout. Non pas, il n'est pas spécifique aux Palestiniens, mais je pense que quand on parle de Gaza, il est souhaitable quand même de parler de comment est-ce qu'on reconstruit le désastre qu'a placé Israël là-bas. C'est-à-dire que quand on parle d'hôpitaux, on parle de mosquées, on parle d'infrastructures, on parle de routes, on parle d'électricité, d'eau, on parle de ports maritimes, on parle de frontières, on parle des institutions publiques qui n'existent plus pour donner des services à une population qui compte 1,8 million personnes, des Palestiniens qui vivent dans une densité énorme. Donc, d'abord, il faut voir comment on va pouvoir aider ces gens-là avant de parler de cette corruption qu'il faut craindre des leaders palestiniens, avec tout le respect. Donc, d'autant plus qu'il faut parler, on est en train de parler des États qui donnent des millions et des milliards, voire. Ils ne sont pas tout de même, ils ne sont pas assez bêtes pour donner cet argent sans vouloir savoir où il va. Donc là, bien sûr, il y a tout un règlement, tout un système qui va être mis en place. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de la corruption. Bien sûr, il y aura de la corruption comme il y a partout ailleurs. Pas plus ni moins. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, Gaza, la reconstruction de Gaza, ne s'agit pas aussi uniquement de l'argent. Excusez-moi juste de terminer cette phrase. Il s'agit connaît aussi au moins la base sur un certain nombre excusez-moi de terminer la précis. phrase. Il ne s'agit pas uniquement de donner de l'argent pour la reconstruction de Gaza. Et d'ailleurs, si vous avez entendu les propos qu'a tenu John Kerry, aujourd'hui, à cette convention au Caire, il a parlé non pas uniquement du côté économique de cette conférence, mais surtout, il a parlé de la manière dont on puisse arriver à ce but de paix dont le président Obama insiste d'y parvenir. Ouais. Alors répondez là-dessus. Écoutez, on ne va pas polémiquer sur la corruption. Il y a l'Office de la corruption internationale, on appelle ça s'appelle Transparency International, qui fait des analyses tous les ans. On sait très bien quels sont les classements, on connaît très bien le classement d'Israël, de la France, et on connaît très bien quels sont le classement de l'Égypte, Gaza et autres. Les classements sont terribles sur le plan de la corruption, en tous les cas pour ces pays-là. Je ne vais pas discuter sur ça. La chose qui est très importante, c'est qu'on donne de l'argent. L'argent va arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Est-ce qu'on va créer de la valeur? C'est ça le véritable problème. Lorsque vous donnez de l'argent à une université qui soit solide, les gens vont prendre cet argent et vont valoriser cet argent, vont créer une base, vont créer une valeur ajoutée, vont le développer, etc. On ne le crée pas pour perdre de l'argent, c'est-à-dire on revient dans 2 ans dans la même situation où on aura dépensé de l'argent sans que les gens qui travaillent ont amélioré leur formation, ont amélioré leur système, on a mis en place le chômage, mais est extraordinaire dans cette région. On a plus de 63% des jeunes qui sont au chômage. Avec cet argent, on peut très bien construire des nouveaux programmes de formation, on peut les remettre sur le terrain. Et c'est là où on a un problème majeur. C'est que tout le monde se dit, on va donner de l'argent,
C'est pas forcément du liquide. À quoi ça va servir? Non, c'est pas forcément du liquide. Il y a des programmes d'ailleurs qui étaient mis en place. Aujourd'hui, je m'en doute s'il en reste quelque chose. Très bien qu'un des et ministres que ces budgets-là sont en train de travailler ces programmes. Donc il ne s'agit pas, vous ne donnez pas de l'argent vivant aux gens en leur disant voilà, tourne-le. C'est pas comme ça que ça se passe. Les Américains, les Allemands, les Italiens, les Français avaient repéré quelques personnalités, dont une personnalité clé qui était ministre des Finances, qui était intègre. Et on a dit, avec lui, on peut signer. On a commencé à discuter. Mais ce monsieur, on l'a mis de côté, il est parti. Son intégrité était une malédiction pour un certain nombre de personnes. Quand vous avez 2 à 4 milliards de dollars qui sont versés, vous avez des gens qui veulent faire de l'argent avec, qui veulent monter des sociétés, qui veulent en profiter. Donc vous avez aujourd'hui, c'est le problème majeur. Le problème, c'est pas qu'on donne, c'est où va l'argent. Parce que beaucoup de gens ont la générosité pour aider des gens. On imagine aujourd'hui 100 000 personnes qui ont été déplacées. 100 000 personnes. Cet argent devrait être utilisé directement pour eux. Est-ce qu'on est sûr que dans 2 ans, ces 100 000 personnes auront reçu ce qu'ils doivent recevoir aujourd'hui? Alors c'est pour ça parce personne aujourd'hui du côté de Gaza, du côté des territoires, peuvent dire oui, on peut garantir. Et si on veut donner une véritable garantie, il faut qu'il y ait un contrôle. Et le contrôle doit être établi par des gens qui sont intègres, avec des commissions, des comités, avec des actions qui sont liées à des projets. Et aujourd'hui, quand on met l'argent dans un sac et on dit prenez, faites ce que vous pouvez, on sait très bien ce qui se passe par ailleurs. Et le gouvernement israélien est extrêmement informé sur ce problème. Je pense qu'il y a un vrai potentiel économique à Gaza, mais je pense que la situation actuelle ne donne pas d'espoir pour que ce potentiel vraiment se réalise. Même si l'autorité palestinienne prend le contrôle, comme c'est annoncé maintenant, si c'est elle qui s'occupe d'attribuer cette aide? Espérons, parce que vous savez, parole à part et fait à part, je veux dire, comme on entend des chiffres, des millions et des milliards, et puis finalement, au bout du compte, c'est pas toujours que les chiffres annoncés sont les chiffres versés. Donc là encore, on peut espérer que l'État, l'autorité palestinienne puisse vraiment s'en servir d'une manière intelligente et prospérante pour la reconstruction de Gaza. Je pense qu'il est important aussi d'ajouter un mot sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette conférence dans laquelle il y a participé plus de entre 30 et 50 pays du monde entier. Et alors, Israël, qui est le principal acteur, n'y arrive pas. Ne vient pas. Ouais. Alors là-dessus, il faut dire un mot, parce que bon, ça c'est quand même assez important pour nos téléspectateurs qui ont du mal à suivre toutes les étapes. Mais il faut comprendre que quand Israël a été demandé pour la raison dans laquelle elle n'a pas été, elle ne s'est pas présentée à cette conférence. Alors la réponse officielle qu'on a eue, c'est que l'État égyptien, qui était responsable à faire les invitations, n'a pas envoyé une invitation formelle à l'État d'Israël. Ça, c'est ce qu'on a dit, la raison officielle. Mais alors, la vraie raison, c'est qu'en fait, et tout le monde le sait, qu'il y a tout à fait toute une coordination entre l'État d'Israël et l'État de l'Égypte sur plein de sujets, et surtout sur celui concernant ce qui se passe à Gaza, et surtout concernant cette convention qui a eu lieu, cette conférence qui a eu lieu aujourd'hui, et qu'on sait que ça a arrangé le côté israélien de ne pas y être. Alors on va parler d'Israël dans un instant. Vous restez avec nous, Amir Badran. Juste un point quand même. Avant de venir sur ce plateau de i24 News, j'ai posé une question à une personne qui a été le gouverneur de Gaza, qui connaît très bien la situation sur place. Aujourd'hui, il y a un mouvement naturel de la part des Israéliens pour favoriser le commerce, le développement et l'économie. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Et on assiste de plus en plus, observer les différentes autorités israéliennes qui sont de plus en plus positives. Les Israéliens aujourd'hui sont convaincus que pour résoudre une grande partie du problème, il faut déjà améliorer les conditions de vie des habitants, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, c'est une conviction profonde. Donc si les Israéliens n'étaient pas en Égypte, c'est pas grave, parce que les Égyptiens, les Israéliens, les Américains et autres ont trouvé des réseaux pour discuter, des moyens de discuter. D'ailleurs, les Israéliens
était en Égypte, puisqu'il y a eu une discussion sur la propagation du virus Ebola. Il y a eu une discussion entre Palestiniens et Israéliens dans laquelle il y a eu des décisions qui ont été prises en incluant également les Jordaniens. Donc les Israéliens sont là, on ne les voit pas dans les écrans, mais on les voit, ils sont là. Et ils sont très positifs par rapport à une solution. Mais les Israéliens ont une qualité, c'est qu'ils savent poser des questions. Et l'une des questions clés, où va l'argent ? Tant qu'on n'a pas la sécurité que cet argent ne va pas pour acheter des armes et construire un certain nombre de mécanismes. On peut toujours poser les questions et quand même se présenter quand vous êtes le principal acteur et vous êtes le premier concerné. Il ne faut pas être naïf. Israël, aujourd'hui, ne va pas créer des troubles avec l'Égypte. Il y a un certain nombre d'accords pour calmer la situation et trouver d'autres voies positives. Et contrairement à ce que vous avez pu dire à un moment donné, parce que vous êtes un homme optimiste, mais moi je suis très optimiste. Les Palestiniens, je les vois à l'université de Tel Aviv. J'ai donné des cours, je vois leur qualité, leur capacité. J'ai donné des cours et je peux vous garantir qu'en discutant avec eux, vous avez des gens qui sont extrêmement intelligents en matière d'ingénierie, en matière de technologie. Je suis expert dans le domaine des transferts de technologie. Vous avez des gens qui sont des géants. Le problème qu'ils ont, ce n'est pas leur capacité intellectuelle, leur bon vouloir, c'est qu'à un moment donné, vous avez un certain nombre de personnes qui les empêchent à travailler de manière naturelle en respectant des codes de conduite. Et c'est ça le problème. C'est la manière saine de travailler en profondeur pour construire un pays et faire évoluer cette zone géographique. Je suis d'accord avec vous. Pour construire un pays, il faut comprendre, prenez par exemple la France. La France, pour en arriver à ce qu'elle est aujourd'hui, à la démocratie, elle a dû passer toute une révolution avec des décapitages, avec des gens qui ont été morts, avec des révolutions l'une après l'autre, avec des corruptions mais de colossales. Et donc il ne faut pas reprocher à un État qui vient à peine de naître, il n'est pas encore né même, d'être corrompu, d'autant plus que si vous dites que vous les connaissez d'aussi bien, qui sont très intelligents, très capables, donc est-ce que vous pensez que c'est normal de leur dire écoutez, on ne va pas vous donner l'argent parce qu'on ne sait pas si vous allez bien vous servir, et puis il y a trop de corruption chez vous, alors ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, il serait mieux que ce soit le côté israélien qui choisit les dirigeants que le côté israélien trouve qui ne sont pas corrompus pour être bien placés, pour s'en servir bien pour le côté palestinien. Mais pas du tout. Ça s'entend comme ça. Des choses que je n'ai pas dit. En plus, je ne veux pas rentrer dans un débat qui n'a rien à voir avec mon expression. Je m'intéresse à la partie économique. Vous pouvez vous exprimer sur la partie politique. On va faire la pause parce qu'on va parler de politique dans un instant. D'aucune manière, j'ai dit qu'il fallait prendre des décisions pour... J'ai jamais dit ça et je le dirai jamais parce que ça serait la plus grave erreur pour Israël. Merci en tout cas Daniel Rouache. On parle politique justement dans un instant dans ce dossier. Restez avec nous Amir Badran. Qu'en pensent justement les Israéliens ? Israël doit-il participer à cette reconstruction de Gaza ? Écoutez ces quelques avis d'Israéliens recueillis dans les rues aujourd'hui. Je pense que oui. Je pense que quelque part c'est notre responsabilité. Nous devons construire la paix. Pour construire la paix, nous devons reconstruire Gaza. Je ne pense pas. À mon avis, il faut prendre en compte ce qu'ils ont fait, même s'ils ne sont pas tous responsables. Non, je pense que ce serait absurde et contraire à toute logique. Ce n'est pas nous qui avons pris l'initiative de la guerre. C'est arrivé à cause d'eux. Ce sont eux qui ont commencé cette histoire. Nous n'avons fait que nous défendre et défendre notre terre. C'est tuer ou être tué. Malgré toute la douleur, les enfants et les innocents qui ont été tués là-bas. Voilà donc pour ces quelques avis. Dror Even-Sapir nous rejoint. Bonsoir, analyste politique. On parle de l'aspect politique pendant quelques minutes. On rejoint juste à la frontière justement entre Israël et Gaza notre envoyé spécial Léa Berdugo, à qui l'on va demander justement, bonsoir Léa, eh bien, ce qui a changé depuis la fin des combats. Est-ce que justement cette reconstruction a commencé ? Est-ce que l'autorité palestinienne a pris le contrôle du poste frontière ? Y a-t-il du nouveau ?
Mais écoutez, il n'y a pas du tout du nouveau, rien n'a changé depuis la fin de la guerre. Israël et le Hamas s'étaient mis d'accord qu'après la fin de cette guerre, justement, eh bien, l'autorité palestinienne prendrait le contrôle de ces points de passage entre le territoire israélien et la bande de Gaza. Eh bien, rien n'en est. Alors, il y a eu certaines informations qui disaient que l'autorité palestinienne allait prendre le contrôle de ces points de passage dès aujourd'hui. Des informations qui ont tout de suite été démenties par plusieurs sources palestiniennes, notamment par le directeur de ces points de passage entre le territoire israélien et le territoire palestinien, qui a dit que non, le gouvernement d'unité palestinien n'était pas prêt pour prendre le contrôle de ces points de passage. Il faut rappeler qu'Israël a réclamé des garanties concernant sa sécurité, notamment donc ce contrôle par l'autorité palestinienne pour s'assurer qu'aucune arme ne soit acheminée au sein de l'enclave palestinienne et également que le Hamas n'utilise pas à l'intérieur du matériel de reconstruction pour la poursuite de ses activités terroristes. Merci Léa Berdugo, donc en direct du point de passage d'Erez. Dror Reven-Sapir, on parle de l'aspect politique là en quelques minutes. Quelles sont finalement aujourd'hui les positions d'Israël dans ce dossier de la reconstruction de Gaza ? Eh bien, comme Léa nous l'a rappelé, exiger des garanties sécuritaires pour que ce matériel de construction qui va transiter par les points de passage ne serve pas au Hamas pour reconstituer une partie de son arsenal de missiles et pour se remettre à construire des tunnels souterrains qui pourraient menacer les populations civiles des zones limitrophes de la bande de Gaza. C'est tout l'enjeu et les Palestiniens craignent que si un accord n'est pas obtenu dans les plus brefs délais concernant le contrôle de ces points à ces mêmes points de passage, eh bien les pays donateurs pourraient rechigner à se montrer généreux, puisque en absence d'accord, eh bien l'argent serait en quelque sorte versé par les fenêtres. Ouais. Alors là, on annonce à l'instant un chiffre qui est donné de 5 milliards de promesses de dons pour la reconstruction de Gaza. C'est le bilan de cette journée, de cette conférence. De ce que Mahmoud Abbas lui-même exigeait. Ça vous semble plausible, Nir Madran ? Mais écoutez, je pense qu'il y a assez de choses à refaire, à reconstruire à Gaza. Je n'ai pas fait les maths, je n'ai pas fait les calculs. Moi non plus, j'ai pas le détail. Mais je pense qu'il s'agit de voir un peu au-delà des chiffres et des zéros énoncés. Et je pense que si le gouvernement essaye de voir comment est-ce qu'on peut aider toute une population, une très grande population, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1,8 million de Palestiniens vivant uniquement à la bande de Gaza, je ne parle pas des Palestiniens qui vivent dans les territoires occupés, quand on sait que il n'y a plus de routes, il n'y a plus de logements pour 20 000 familles. Je peux vous dire que des chiffres qui ont été relevés du registre civil, il paraît qu'il y a 90 familles palestiniennes qui ont été érasées complètement du registre civil à Gaza. La reconstruction des services publics, des institutions publiques est critique. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien pour pouvoir aider les gens. L'électricité n'existe pas. Je suis en doute si... Je suis en doute si les chiffres dont on parle sont assez pour remettre... Dans un instant, on marque une pause, on revient tout de suite. Les donateurs pour la reconstruction de Gaza réunis au Caire, la somme de 5,4 milliards de dollars aurait été promise aujourd'hui par l'ensemble des pays. C'est ce que vient d'annoncer la Norvège qui a présidé ces opérations. Les djihadistes de l'État islamique stoppés à Kobané par les combattants kurdes, mais la ville du nord de la Syrie reste toujours sous la menace des forces de l'État islamique. Deuxième cas de contamination par le virus Ebola hors d'Afrique. Il s'agit d'une infirmière du Texas ayant été en contact avec un patient porteur du virus et décédé il y a quelques jours après être revenu d'Afrique.
On en parlait à l'instant, donc annonce il y a quelques minutes au Caire, là où étaient réunis les pays donateurs pour la reconstruction de Gaza, d'une somme totale récoltée qui dépasserait les 5 milliards de dollars. C'est plus que ce que l'ONU et l'autorité palestinienne annonçaient avoir besoin pour reconstruire donc la bande de Gaza après l'opération militaire de cet été et les combats entre le Hamas et Israël. Dror Even Sapir, on vous retrouve, analyste politique. Alors, cette somme paraît déjà bien plus importante que ce qui était espéré. Oui, et c'est effectivement considérable, plus de 5 milliards de dollars, alors que l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, demandait 4 milliards de dollars, estimait à 4 milliards de dollars les sommes nécessaires pour la reconstruction de la bande de Gaza. Et puis, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, il était tout à fait raisonnable de penser que Mahmoud Abbas plaçait la barre justement plus haute que ce que lui-même espérait obtenir. Et là, plus de 5 milliards de dollars de promesses. Alors il faut bien évidemment insister sur ce terme. Ce sont des promesses, pour l'instant rien de concret. Et 5 milliards de dollars, c'est beaucoup. Peut-être que certains pays donateurs, c'est une supposition, ont voulu un petit peu contrer l'influence un peu trop grande qu'aurait eu le Qatar, qui a promis 1 milliard de dollars. S'il avait promis 1 milliard de dollars et si finalement les sommes globales ne dépassaient pas, disons, les 3-4 milliards de dollars, la place du Qatar dans le concert des pays donateurs aurait été importante, trop importante peut-être, aux yeux d'autres pays donateurs, notamment aux yeux de certains pays occidentaux ou de pays arabes modérés rivaux du Qatar, comme par exemple l'Arabie Saoudite, qui se sont donc peut-être montrés plus généreux que ce qu'il escomptait faire en arrivant au Caire. Alors il y a la visite attendue demain en Israël et puis mardi à Gaza du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Alors il y a une condition politique finalement à tous ces dons, à toutes ces sommes d'argent, c'est qu'il y ait peut-être une reprise des négociations et un plan de paix pour en finir avec ces combats. Alors, plan de paix, il faut peut-être employer des termes un petit peu plus modestes. Par contre, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, sans accord sur la gestion des points de passage, sans accord d'ailleurs sur le long terme, pour l'instant aucun accord de paix, ou en tout cas sur une trêve sur le long terme entre le Hamas et Israël n'a été obtenu. Et cet accord inclurait donc effectivement les modalités d'un système de surveillance et de contrôle au point de passage. On pourrait imaginer que ces promesses, encore une fois particulièrement généreuses, beaucoup plus généreuses que ce qu'on pouvait imaginer, que ces promesses ne soient pas suivies d'effet, parce que pour les pays donateurs, il ne s'agit pas de donner de l'argent qui sera en quelque sorte bloqué au point de passage si les Israéliens n'obtiennent pas gain de cause sur les garanties de sécurité et sur l'établissement d'un système de contrôle très strict, notamment de ces fameux matériaux de construction qui en masse devraient transiter par ces mêmes points de passage. Merci Dror Even Sapir. Alors justement, quels sont les besoins sur place où on a déjà commencé quand même à reconstruire depuis la fin des combats? Voyez ce reportage. À Gaza, les travaux de reconstruction ont commencé. Ces ouvriers fouillent les décombres et tirent ce qu'ils peuvent des débris des bombardements. On casse les pierres pour en faire de nouveaux blocs et sortir le métal. Parce qu'on ne peut pas avoir de nouveaux matériaux à Gaza. La récupération est obligatoire à Gaza depuis le blocus imposé par Israël en 2006. Les habitants ne peuvent plus importer des matériaux de l'extérieur. Les 50 jours de guerre de juillet et août ont fait plus de 2100 morts palestiniens et 73 israéliens. Selon l'ONU, les combats ont aussi détruit 80 000 maisons. 63% des jeunes étaient déjà au chômage avant la guerre et le PIB va baisser encore de 20% cette année. Une reconstruction est nécessaire, mais elle a ses conditions. Quand on parle de reconstruction, il y a deux aspects importants. Le premier est l'arrivée du matériel de construction à travers tous les points d'entrée, sans conditions et sans restrictions. Le deuxième est la disponibilité des fonds pour la reconstruction. S'il nous donne cela, si Dieu le veut, nous pourrons tout reconstruire en 2 ou 3 ans. Les délégués d'une cinquantaine de pays, une trentaine de ministres des Affaires étrangères, dont l'Américain John Kerry, se retrouvent au Caire dimanche. Objectif, apporter des solutions au désastre gazaoui. L'ONU demande au moins 1,5 milliard de dollars, de quoi reconstruire les logements, mais pas l'économie entière de Gaza. Et les attentes sont fortes, comme le confirme Mohamed Achtié du Conseil économique pour le développement et la reconstruction palestinienne.
Notre attente pour cette conférence est d'obtenir tous les besoins nécessaires urgents pour Gaza. Dans leur rôle, l'autorité palestinienne et toute la Palestine feront tout ce qui est nécessaire pour assurer le succès de la conférence. De nombreux dossiers nécessaires à un développement économique sont toujours en négociation avec les Israéliens. Au cœur de ces revendications, la distance de pêche autorisée et la rénovation de l'aéroport. La situation maintenant en Syrie avec la menace des djihadistes de l'EI sur la ville de Kobané qui reste toujours aussi importante et ce malgré les appels lancés par les communautés kurdes à travers le monde pour une intervention au sol de la coalition. Seuls les combattants kurdes sont pour l'instant en mesure de défendre la ville et ils ont peut-être réussi à marquer des points sur le terrain militaire aujourd'hui. Leslie Rezoug. L'État islamique stoppé dans sa progression vers Kobané, alors qu'il tente depuis des semaines de prendre la ville aux combattants kurdes en Syrie, ils n'ont pas réussi à faire de percée sur le front ce dimanche. Mais dans la ville, la guérilla urbaine continue de faire rage. Principale cible de ces attaques, les combattants kurdes, les Peshmerga, qui tâchent de défendre leur ville. La situation reste toutefois à l'avantage de l'État islamique. Plus nombreux, mieux armés, ils contrôlent déjà près de 40% de Kobané. Malgré tout, les forces kurdes ont contraint l'État islamique à faire venir des renforts en provenance de Raqqa et d'Alep, leurs bastions du nord de la Syrie. Et Kobané n'est pas le seul théâtre de combats violents entre Kurdes et djihadistes. En Irak aussi, la pression s'intensifie. Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 20 morts ce dimanche dans une petite ville kurde au nord-est de Bagdad. Si de son côté, la coalition dirigée par Washington poursuit ses frappes sur les positions des djihadistes, le secrétariat américain de la défense tâche de rester confiant. Les forces de sécurité irakiennes contrôlent complètement Bagdad et la province d'Anbar. Elles continuent de renforcer leur position à Bagdad. Nous continuons à les aider grâce à nos frappes aériennes et avec un plus grand nombre de conseillers, souhaités par le président Obama. Un discours rassurant qui peine à convaincre, car pour la population, la situation sur le terrain est plus inquiétante que jamais. Rien n'a été changé en ce qui concerne la sécurité. Il n'y a pas d'amélioration. Au contraire, la situation empire. À qui irions-nous nous plaindre? Nous supplions le Dieu Tout-Puissant de soulager notre détresse. Il est inutile de demander de l'aide au gouvernement. Ses membres ne ressentent pas notre douleur, parce qu'aucun de leurs fils ou de leurs frères n'ont été blessés. Nous sommes les seuls à souffrir. Des populations civiles démunies, des réfugiés de plus en plus nombreux qui affluent vers la Turquie. Alors que la lutte sur le terrain et les frappes aériennes se multiplient, la menace de l'État islamique ne semble pas complètement endiguée. Alors dans les rangs djihadistes de l'EI, on le sait, beaucoup de combattants venus de l'étranger, notamment un arabe israélien parti combattre avec l'État islamique et qui a été tué récemment au combat en Irak. C'est un phénomène encore marginal, mais qui inquiète les autorités israéliennes qui ont annoncé aujourd'hui le départ de 3 autres arabes israéliens ces derniers jours. Reportage dans le village d'Iksal, d'où était originaire ce jeune islamiste tué en Irak, Hicham Farid avec Léa Volbert. Ahmad Abashi, 23 ans, était un jeune arabe israélien du village d'Iksal dans le nord du pays. Il a quitté sa maison en début d'année pour se joindre aux combattants de l'État islamique. Abashi a été tué au cours d'une offensive menée contre l'organisation terroriste dans la province d'Anbar, non loin de Bagdad. Abashi aurait donc quitté son village accompagné de 4 hommes des villes voisines de Nazareth et el-Fahem en janvier dernier. Après un passage par la Turquie, ils ont traversé la frontière syrienne pour rejoindre les combattants de l'État islamique. Cette nouvelle a pris la famille par surprise. Ils étaient incapables de confirmer les circonstances de sa mort, malgré plusieurs tentatives de leur part pour comprendre. Quelques jours après sa disparition, Abashi a pu contacter ses proches depuis la Syrie. Il les a recontactés peu après pour leur annoncer qu'il était parvenu à se rendre en Irak. Les membres de la famille Abashi disent ne pas savoir jusqu'à ce jour ce qui lui est arrivé. Les circonstances de sa mort restent floues et indéterminées. Ce samedi, ils avaient reçu un appel d'un de ses compagnons d'armes leur annonçant qu'il avait été tué. Les efforts de la famille pour tenter d'obtenir de plus amples informations n'ont pas abouti. Au cours de leur dernière conversation téléphonique, le père d'Abashi l'avait imploré de rentrer au village.
Le père d'Ahmad a dit qu'il ne savait pas où était son fils. Il était choqué quand Ahmad est parti en Syrie. Mais il a aussi appelé les autres jeunes à ne pas suivre sa voie. L'islam n'est pas une religion terroriste. Suite à l'annonce de sa mort, des centaines d'habitants d'Exal sont allés rendre hommage à la famille Habashi. Ahmad était un étudiant brillant dans l'une des universités les plus réputées de la région. Pour les proches de la famille, son expérience académique rend sa décision de rejoindre les rangs de l'État islamique encore plus inexplicable. En Algérie, l'armée continue de ratisser le secteur où le Français Hervé Gourdel a été enlevé et assassiné. Au moins 8 islamistes auraient été tués ces derniers jours. Mais on ignore encore si les ravisseurs du randonneur français sont parmi eux. Les autorités les ont en tout cas désormais formellement identifiés. L'auteur du meurtre serait le chef de ce groupe. Il s'appelle Bachir Kerza. Un deuxième cas de contamination au virus Ebola a été enregistré hors d'Afrique. Après l'infirmière espagnole contaminée, c'est au tour d'une auxiliaire médicale du Texas aux États-Unis d'être atteinte à son tour. Elle a soigné le patient revenu d'Afrique et décédé de l'Ebola à Dallas. Cette auxiliaire portait pourtant l'équipement recommandé, ce qui inquiète d'ailleurs bon nombre de pays qui mettent en place des mesures à leurs frontières pour se prémunir de l'épidémie. Léa Volbert. À mesure que le virus Ebola se propage, les mesures préventives se renforcent, et notamment dans les aéroports. Ici, à New York, dans l'aéroport international John Fitzgerald Kennedy, tous les passagers en provenance du Libéria, du Sierra Leone et de Guinée sont dirigés et examinés dans une zone prévue à cet effet. 5 autres aéroports américains ont déjà mis en place ces mesures de dépistage. Les autorités redoublent de vigilance et pour cause, un nouveau cas a été détecté ce dimanche au Texas. Il s'agit de l'infirmière qui s'était occupée du Libérien décédé la semaine dernière des suites du virus. Elle portait pourtant la combinaison de protection nécessaire lors de ses contacts avec le malade. Une enquête est en cours pour tenter de déterminer la cause de cette contamination. Nous utilisons une approche avec plusieurs facettes. Il y a plusieurs points de contrôle pour identifier un individu malade et pour assurer qu'il n'y ait pas de maillon faible. Les autorités du Custom Border Protection veulent avant tout assurer que les passagers avec des maladies contagieuses comme Ebola sont identifiés, isolés et rapidement envoyés vers un hôpital. Le Moyen-Orient s'inquiète également de la propagation de l'épidémie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a convoqué ce dimanche une réunion interministérielle. Au-delà de la protection de nos frontières, nous prenons toute une série de mesures pour isoler des malades éventuels, mais aussi pour les soigner dans nos centres médicaux. Nous espérons ne pas en arriver là. Il est question d'intensifier les efforts de prévention, mais aussi de mutualiser les moyens. Samedi soir, Israël et l'autorité palestinienne se sont réunis pour examiner les possibilités de travailler ensemble. Un communiqué a indiqué que durant la réunion, les deux parties se sont tenues informées des dernières évolutions et se sont engagées à se rencontrer à nouveau pour partager de nouvelles informations concernant le virus Ebola. La zone asiatique en pleine turbulence météo. 2 cyclones particulièrement violents traversent actuellement l'Inde et le Japon, occasionnant de nombreux dégâts et déjà des victimes. Julia Ganancia. Il s'appelle Houdoud, rien ne semble lui résister. Classée dans la catégorie cyclone extrême, la tempête touche en milieu de matinée l'État de l'Andhra Pradesh. Les vents soufflent jusqu'à 200 km/h selon les services météorologiques indiens. Pour l'instant, le bilan humain fait état de 3 morts. 2 personnes ont été écrasées par la chute d'arbres, une 3e par un mur qui s'est effondré sous la pression des pluies. 370 000 personnes ont été évacuées. Les dégâts matériels sont importants. L'autoroute principale de la ville portuaire de Visakhapatnam a été coupée par la chute d'arbres et de poteaux électriques. Les services météo ont demandé aux habitants des zones à risque de rester dans les lieux sûrs pendant le passage de la tempête et aux pêcheurs de ne pas prendre la mer. Houdoud devrait également toucher l'état voisin de l'Orissa. Un cyclone y avait aussi fait plus de 8000 morts en 1999. Dans l'est de l'Inde comme au Bangladesh voisin, les autorités sont préparées à ces tempêtes cycloniques fréquentes entre avril et novembre. Le sud du Japon est aussi balayé par des pluies diluviennes et des rafales de vent très violentes. Le puissant typhon Vongfond a déjà fait 23 blessés. Il se dirige actuellement vers Kyushu, la grande île du Sud, et Honshu, l'île principale de l'archipel. Il y a une semaine, un autre typhon, Phanphone, avait traversé le Japon, laissant derrière lui 6 morts et 5 disparus.
L'économie, c'est tout de suite. L'économie et les réseaux sociaux d'ailleurs ce soir. Bonsoir Rudy Saada, bonsoir Jean-Charles, spécialiste justement des réseaux sociaux sur i24 News. Alors on vous a parlé ces derniers jours de ce mouvement d'Israéliens qui habitent à Berlin en Allemagne et qui appellent leurs concitoyens, compatriotes israéliens à venir habiter Berlin car la vie y est beaucoup moins chère, disent-ils. Cela apporte un nom, Rudy, on appelle cela désormais la révolution Milky. Oui, parce que Milky c'est le nom d'un yaourt qui est très populaire en Israël. Alors déjà il faut rappeler qu'en Israël un yaourt de ce type coûte entre 3,5 et 5 shekels, soit entre 70 centimes d'euros et 1 euro pour donc un seul yaourt. Alors ça c'est un fait, mais la polémique elle part d'un simple post sur la page Facebook, une simple photo d'un ticket de caisse qui a été publié sur cette page, Olim les Berlin, qui regroupe une communauté d'immigrants, vous l'avez dit, d'Israéliens qui sont installés à Berlin. Alors on y voit donc le prix d'un yaourt, un type Milky, et son prix est évidemment bien plus bas que celui pratiqué en Israël. Et un autre post fait le comparatif en shekels, 0,83 à Berlin pour le même yaourt, 3,5 en Israël. Vous l'avez compris, l'idée de ces publications, c'est de dénoncer une fois de plus le coût de la vie en Israël, devenu un enfer pour les créateurs de cette page qui encourage donc les Israéliens, les jeunes Israéliens à immigrer vers Berlin pour avoir une meilleure qualité de vie. Alors ça rappelle un autre mouvement social de grande ampleur, le fameux mouvement des tentes de Rothschild, c'était en 2011 et là c'était à cause du prix du fromage. Oui, ça avait démarré sur le prix du cottage cheese, alors sauf que là il y a une vraie différence, c'est un mouvement qui ne demande même pas au gouvernement de réagir, c'est un mouvement qui encourage tout simplement les forces vives israéliennes à quitter tout simplement le pays pour Berlin. Il y a environ 20 000 Israéliens à Berlin, mais la page Facebook qui compte 13 000 likes aujourd'hui veut centraliser un maximum de demandes de visa et a lancé une campagne virale adressée à Angela Merkel directement pour qu'elle accorde aux jeunes Israéliens l'entrée à Berlin. Et le message, il est bien plus qu'adressé à la chancelière allemande et au pouvoir public allemand, il est adressé directement au gouvernement israélien. Et la page va désormais plus loin et joue la carte de la provocation. Je vous ai sélectionné sur cette page Facebook une courbe qui est censée parler de la motivation pour un juif de vivre à Berlin. Donc évidemment de 39 à 45, elle chute évidemment avant d'augmenter de manière vertigineuse dans les années 2000-2010. Alors est-ce que c'est un mouvement de grande ampleur qui va susciter une immigration de masse ? Pour l'instant, on est plus dans la polémique, dans la campagne médiatique qui agite le pays depuis une dizaine de jours, notamment depuis un reportage à la télé israélienne ce week-end. Cela dit, la page revendique 9300 demandes de visa aujourd'hui et la marque des produits laitiers israéliens Strauss a chuté de 2,8% à la bourse de Tel Aviv. Donc il y a même un site qui, depuis 4 ans, aide les Israéliens à s'installer à l'étranger. Il s'appelle Live Israël et d'ailleurs, il a été créé le jour de l'indépendance comme tout un symbole. Et dans sa charte, il revendique le côté politique de sa démarche. Je vous en lis un tout petit extrait. Si vous vivez en Israël, mais vous ne voyez pas votre avenir là-bas, Live Israël, c'est l'endroit pour vous. Nous espérons vous donner les conseils et le courage dont vous avez besoin pour vous construire une vie meilleure. Nous appuyons fièrement l'émigration comme une solution légitime à la triste réalité qu'est la vie en Israël. Alors, pour terminer, pour pondérer cela, Jean-Charles, il faut savoir qu'en Israël, le taux d'émigration est un des plus faibles des pays de l'OCDE. Donc on est plus dans l'avertissement que dans la tendance lourde pour l'instant. Voilà, revendication sociale plus que désir d'immigrer. Merci beaucoup Rudy Saada. Le ministère de la Santé en Israël qui vient d'émettre une mise en garde contre une thérapie visant à convertir les homosexuels à l'hétérosexualité. Des thérapies défendues par certains rabbins mais contestées par d'autres. Reportage explication Léa Berdugo. Une expérience dangereuse qui peut entraîner de graves conséquences. Voilà comment le ministère de la Santé qualifie les thérapies de conversion sexuelle, un traitement qui consiste à transformer un homosexuel en hétérosexuel. Ces thérapies sont suivies par de nombreux Israéliens, majoritairement religieux, qui ne se sentent pas acceptés dans leur milieu. Et pour les autorités, ces méthodes sont non seulement nocives, mais également inefficaces. L'orientation sexuelle fait partie de l'identité d'une personne et ne nécessite pas de traitement ou de conversion. Tous ne sont pas du même avis. Le rabbin Shlomo Aviner est un fort soutien de l'association Hatzat Nefesh, littéralement « conseil pour l'âme », qui conduit ce genre de thérapie. Pour lui, l'homosexualité est une maladie qui se soigne. S'il y a une personne qui a des tendances homosexuelles, mais c'est en contradiction avec ses convictions, sa foi, eh bien c'est le devoir du psychologue de l'aider à résoudre son problème. Le rabbin Aviner n'a aucun doute sur le succès de ces méthodes.
Ce genre de thérapie marche, on ne peut pas contester les faits. Aux États-Unis, chaque année, il y a des milliers de gens qui réussissent. Personnellement, nous connaissons des centaines de gens qui ont fait ce traitement et qui sont heureux. Qui sont heureux, ça veut dire qu'ils sont amoureux de leur femme, amoureux. Guérir les homosexuels, c'est la mission d'Atsat Nefesh. Et de la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas. Certaines vidéos de thérapie collective sont mises en ligne sur le site. Il y est décrit une chance d'adopter un mode de vie normatif. Le fait de vouloir traiter l'homosexualité a une longue histoire. Jusqu'au début des années 70, avoir des relations avec une personne du même sexe était encore considéré comme un trouble mental. En Israël, les clichés aussi ont la vie dure. En 2006, le ministre Eli Yishai a même qualifié les personnes homosexuelles de malades. Pour certains militants des droits des homosexuels, cet avis du ministère de la Santé a donc une résonance particulière. C'est un grand pas dans la bonne direction. Une étape avant que nous rendions cela illégal en Israël. Pour Shai Deutsch, ces thérapies constituent un grand danger pour la santé des participants. Nous nous occupons de ceux qui ont été traités et qui ont tenté de se suicider et qui souffrent maintenant de graves problèmes mentaux. Nos assistants sociaux doivent prendre soin d'eux car ils ont dû suivre ce traitement suite aux pressions subies dans leur communauté. L'homosexualité reste encore un sujet tabou dans certains milieux et pour les militants, le chemin reste long pour imposer l'égalité qu'ils réclament au sein de la société israélienne. L'actualité sportive à présent. Les sports en compagnie de Valérie Pérez. Bonsoir. Bonsoir, on va commencer par un résultat de l'après-midi, la Formule 1, le Grand Prix de Russie. Oui, avec Lewis Hamilton qui s'est justement facilement imposé sur ce nouveau tracé russe à Sochi après les Jeux Olympiques. Place à la Formule 1, devant Nico Rosberg en Mercedes et Bottas en Williams, l'Anglais qui compte maintenant 17 points d'avance sur son coéquipier au classement et Mercedes qui décroche donc son premier titre des constructeurs dominateurs tout au long du week-end. Lewis Hamilton a démontré qu'il était donc très rapidement dans ce nouveau tracé suisse impérial. Lors des qualifications, il n'a commis aucune erreur pendant cette course, alors que Nico Rosberg, lui, il a commis une erreur de freinage au premier virage. Il a même été contraint de s'arrêter pour changer les pneus. L'Anglais qui était au volant de la voiture la plus rapide, alors ça, évidemment, vous allez me dire, ça aide. Mais quand on regarde la ligne des statistiques de l'Anglais, c'est véritablement impressionnant. Jean-Charles, il a signé à Sochi sa 9e victoire de la saison, la 4e consécutive, après l'Italie, Singapour et puis le Japon. Mis à part 3 abandons en Australie, au Canada et en Belgique, il a toujours fini sur le podium. C'est vraiment un parcours de véritable champion. Alors voilà pour la F1, on va maintenant passer au tennis avec là aussi un autre champion qui semble indéboulonnable, c'est Roger Federer. Et je vous propose d'ailleurs, grâce à la magie de la télévision, de partir très très loin. Vous avez raison, à Shanghai. 33 ans, Roger Federer, le maestro suisse qui est toujours un immense champion. Il s'est adjugé cet après-midi le Master 1000 de Shanghai face au Français Gilles Simon, le Suisse qui remporte la rencontre au tie-break. Le score 7-6, 7-6 avec sa victoire. Federer qui ramène à la maison son 23e Master 1000 et le 81e trophée de sa carrière. Il prend la seconde place au classement ATP à Rafael Nadal et puis Gilles Simon quant à lui qui réintègre le top 20. Une belle performance pour celui qu'on a annoncé peut-être un petit peu trop vite à la retraite. Il vieillit bien, Roger Federer, c'est un bon cru comme le grand vin. Voilà, et on regarde d'ailleurs ces échanges et la victoire du Suisse avec vous, Valérie Pérez. Vous voyez qu'il est toujours aussi content aussi, même si ce n'est pas sa première victoire, ça y ressemble. Très belle victoire donc pour le Suisse Roger Federer. Merci Valérie Pérez et la déception de Gilles Simon. À Tel Aviv, la pratique du surf rassemble de nombreux adeptes sur les plages, mais quand le vent n'est pas au rendez-vous, eh bien la planche peut quand même avoir une utilité. Le surf rencontre alors une autre discipline, le yoga. Rencontre improbable et reportage à Tel Aviv de Charlotte Attal. Depuis plus d'un mois, c'est ici que Yossi passe ses journées. Son école de surf est ouverte depuis peu, mais certains habitués connaissent déjà parfaitement ce spot. Si en Israël, la culture du surf est bien présente, les vagues ne sont pas toujours au rendez-vous. Un bon moyen pour Yossi de rebondir sur un nouveau concept, le yoga surfing. Il semblerait que le yoga et le surf fonctionnent ensemble. Vous avez besoin d'équilibre dans les deux sports et quand il n'y a pas de vagues comme aujourd'hui, c'est idéal d'avoir une eau calme et plate. C'est tout nouveau pour le moment, mais je pense que cette saison est bonne pour cette nouvelle pratique et ça va être de mieux en mieux les mois à venir. Avec l'aide de son ami Choval, grand adepte du yoga Ashtanga, il met en place cette classe de yoga surfing.
On démarre sur le sol et on poursuit sur sa planche et sur l'eau. Pour le moment, les élèves ne sont pas nombreux. Les difficultés climatiques ne rendent pas la pratique facile. Mais une fois l'équilibre trouvé, le cours peut commencer. Tout d'abord, le yoga est une combinaison entre le corps et l'esprit. Et à chaque fois, cette pratique teste nos limites. Quand on est sur une planche, ce n'est pas stable, c'est amusant, mais c'est aussi une manière de pousser encore nos limites. C'était ma première fois sur l'eau et j'ai vraiment adoré. Sur l'eau, vous devez être encore plus concentré. Pas facile de rassembler tout un groupe sur un espace en mouvement, mais pour l'heure, le cours se fait en petit comité. Vous l'aurez compris, pour pratiquer du yoga surfing, pas besoin d'avoir un bon niveau de surf, mais un niveau de yoga confirmé est nécessaire. J'ai commencé à faire du surf grâce au yoga, mais il y a beaucoup d'étudiants qui trouvent que surfer et faire du yoga vont ensemble. Il n'y a pas vraiment de règles, vous pouvez commencer à faire du yoga sur une planche et ça va vous aider pour le surf, ou alors surfer parfaitement et ça va vous aider à améliorer votre yoga. Mais le yoga aide vraiment à surfer. Vous apprenez l'équilibre, les mouvements, la posture, ça se combine parfaitement ensemble. Le yoga requiert une certaine maîtrise de soi et de son corps, et ce côté spirituel, les surfeurs le retrouvent en attendant la vague. Autant dire que la combinaison parfaite est trouvée. Voilà donc, on va se retrouver dans un instant pour la suite du Grand Direct avec un débat consacré aux djihadistes qui sont recrutés par l'État islamique. Qu'est-ce qui pousse notamment les jeunes, les adolescents à rejoindre ces combattants du djihad en Syrie et en Irak, parfois au péril de leur vie. Et puis je vous rappelle également l'info de ce début de soirée. Au Caire, les pays donateurs pour la reconstruction de Gaza ont promis ce soir un peu plus de 5 milliards de dollars de dons pour la reconstruction donc, de la bande de Gaza. Le tout évidemment sous pression d'un accord politique trouvé entre les Palestiniens et Israël. On en reparlera également dans nos prochaines éditions. Le débat du Grand Direct dans un instant, restez avec nous.